territoire qui dispose d'énormément de potentialités. Maintenant, c'est cette capacité de traduire. Si du côté institutionnel des ajustements ont été faits, d'autres qui permettent de parler marché, parce que le terrain sur lequel se joue l'économie, c'est le marché. Et le marché, c'est un environnement financier, c'est des entreprises, et donc une logique marchande et non pas une logique rentière. Parce que, et pas à partir de là, que ce soit avec le Portugal ou avec un autre pays, les entreprises, quand elles parlent affaires, elles parlent un langage qui est universel. Et à partir de là, il faut qu'on se muscle, qu'on développe notre environnement d'entreprise en ayant des entreprises saines, organisées, qui se projettent et qui mettent en œuvre les outils qui permettent donc de créer des synergies et qui permettent d'aller dans la durée. Donc c'est cette seconde vision sur le long terme. Partie d'ajustement qu'il faut faire. Maintenant, dans cette population d'entreprises, je dirais qu'il y a beaucoup de success stories privées, certains publics, donc il faudra dupliquer et qu'il faudra généraliser. Et c'est à partir de là qu'on pourra tisser des relations gagnant-gagnant avec des entreprises portugaises ou autres. Alors, nous sommes quand même un pays solvable, nous n'avons pas de dette et le président de la République a tenu à le rappeler aujourd'hui lors de sa visite au Portugal. Je vous propose de l'écouter. Concernant l'Algérie, ces derniers temps, elle est dans l'actualité internationale. Vous savez que c'est le seul pays actuellement africain, pratiquement, qui n'a aucun centime de dette. C'est un pays qui n'est pas endetté, c'est un pays extrêmement solvable. C'est un pays qui est en train de reconvertir son économie, sortir de l'omniprésence des hydrocarbures dans l'économie algérienne pour passer à autre chose. Et nous sommes arrivés, Dieu merci, en 2 ans, à exporter pratiquement 20 à 30% de la valeur d'hydrocarbures en produits autres que les hydrocarbures, puisque nous avons terminé l'année 2022 avec presque 7 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Donc on a tous les atouts aujourd'hui pour devenir ce hub dont on parle assez souvent au niveau de la Méditerranée, dans le pourtour méditerranéen et dans le pourtour africain. Aujourd'hui, on s'ouvre vers la Méditerranée côté rive nord, mais nous avons tous les atouts nécessaires, même en termes de solvabilité. Oui, parce que Covid-19 a fragilisé beaucoup d'économies dans le monde, beaucoup de pays, y compris les pays développés. Mais l'Algérie, quand même, a manifesté une capacité de résilience importante lors de la Covid-19. Et aujourd'hui, on voit le retour aux grands équilibres macroéconomiques et macrofinanciers. D'abord, nous avons effectivement, on n'a pas de dette extérieure, et en termes aussi de la sphère budgétaire, il y a une très très bonne amélioration de la sphère budgétaire. En termes de la sphère monétaire, la Banque d'Algérie est en train même d'appliquer des reprises de liquidités au niveau des banques, parce qu'on a des surliquidités même au niveau des banques, avec même l'encours de 11 000 milliards de dinars de crédit à l'économie et des liquidités bancaires de 1800 milliards de dinars. Donc, en termes de suffisance financière, nous avons quand même une solvabilité déjà assez importante. Et cela, effectivement, ça fait partie c'est-à-dire des signaux d'attractivité d'un pays. Et ce qui est aussi, en termes d'avantages aussi, le coût de l'énergie. Le coût de l'énergie, attention, en Europe. La main-d'œuvre, le coût de l'énergie. Le coût de la main-d'œuvre, oui, le coût de la main-d'œuvre, le coût de l'énergie, même le coût des services publics aussi. Tout ça, ça fait partie aussi des coûts de production. Donc tout ça, ça donne quand même un environnement très attractif. Et ça donne aussi une certaine, quand même maintenant, stabilité, parce qu'il y a ce socle institutionnel de loi, etc., qui est là pour accompagner ces avantages, je dirais, comparatifs de notre pays. Maintenant, c'est une étape
qui doit être bien sûr suivi par une autre étape, c'est des investissements sur le terrain, c'est des partenariats avec des entreprises étrangères. Il faut continuer dans cet affranchissement vis-à-vis des hydrocarbures. C'est vrai, on a exporté pour 7 milliards de dollars, mais on a la capacité d'exporter encore plus. J'ai dit, Portugal, c'est une économie moyenne de 225 milliards jusqu'à 250, parce qu'avec le Covid, il y a eu une baisse drastique de PIB. Mais en 2 décennies, quand même, ils ont réussi à se relever. Portugal, avant, c'était aussi un peu l'agriculture, c'était un peu le cuivre, c'était un peu le liège, l'exportation, c'est le premier exportateur, je crois, du liège, et c'est-à-dire, il n'était pas vraiment diversifié. Maintenant, ils ont une valeur ajoutée de 96 milliards de dollars de valeur ajoutée dans l'industrie, des produits industriels, des produits manufacturiers, etc. Et puis, c'est une économie qui exporte environ 60 milliards de dollars. Pas de cuivre, mais c'est des produits industriels. Donc, notre économie, elle a le potentiel de diversification, d'exportation. Il faut continuer dans cette stabilité institutionnelle surtout, parce que et continuer dans cette ouverture. Il faut de l'ouverture. Aujourd'hui, il faut traduire toute cette volonté politique en action. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut aller. Il faudrait aussi se projeter peut-être dans l'avenir. On en parlait tout à l'heure, la population européenne est vieillissante aujourd'hui. Nous avons cette jeunesse, cette force de la jeunesse. Il y a aussi un moyen de jouer sur cette carte, sur cet atout. Oui, il y a ce facteur population. Il y a aussi... Développer des services en fonction de ce que nous avons en face de nous. Et c'est ça, les capacités d'adaptation par rapport à un environnement. Donc un environnement européen qui nous offre des possibilités de nous positionner sur certains services, tourisme. C'est ça, voilà. Donc, pourrait jouer sur. Bien sûr, plein de pays, ils ont fait. Bon, je cite la Turquie par exemple, ils se sont positionnés sur des segments d'activité économique, que ce soit la médecine. C'est ça, ou les retraités viennent un peu. Donc on peut finir leur jour au sud, voilà. Donc, on a des atouts dans tous les secteurs d'activité. C'est ça ce qui singularise un petit peu l'Algérie par rapport à son potentiel. Et puis, on a cette capacité d'être la porte, cet avantage d'être la porte de l'Afrique dans une zone qui sera demain, donc 2025, l'Afrique sera la plus grande zone d'échanges économiques et commerciaux dans le monde, que ce soit par la population, donc plus de 1,5 milliard d'habitants, que ce soit par le nombre de pays. Et là, toutes les puissances mondiales se fixent comme objectif de se positionner. Et donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, au-delà des relations bilatérales, il y a aussi l'Europe qui est en train de se projeter et de vouloir se positionner sur ce marché. Et là, je pense et j'espère qu'on aura cette capacité d'accélérer les processus pour bénéficier sur le court terme de cette relocalisation. On parle de relocalisation, mais maintenant il y a un timing. On en parlait déjà pendant la crise Covid, le temps passe vite, il faut savoir saisir les opportunités au bon moment. J'ai essayé de parler de dotation factorielle, d'avantages comparatifs, que ce soit en matière de coûts de certains facteurs, mais donc maintenant c'est cette capacité de parler le même langage et de créer des joint ventures et de se positionner pour créer de la valeur. Parler de 90 milliards de dollars, donc de valeur ajoutée, et dans le domaine de l'industrie ou dans d'autres domaines. Donc c'est de se positionner sur les secteurs à forte valeur ajoutée. Les services, les start-up, les transformations numériques, l'organisation, c'est des services de management. Donc on peut capter, non seulement pour nous, mais aussi pour pénétrer d'autres pays africains. L'Algérie se positionne sur des projets structurants. Cette semaine, il y avait la délégation, on a parlé d'ailleurs, la BAD aujourd'hui, la Banque africaine de développement, vient de donner son accord de principe pour financer le grand projet, le gazoduc transsaharien. Donc, pour vous dire, c'est des projets structurants qui vont entraîner un développement dans toute la région et qui vont entraîner donc la région du Sahel, la région de l'Afrique de l'Ouest et qui vont avoir nécessairement un impact sur les autres régions de l'Afrique. Pour vous dire que sur le plan stratégique, on est bien positionné. Les logiques micro devraient être actionnées, réajuster pour qu'on puisse avoir ces avantages sur les différents segments et donc libérer toute
toutes les potentialités dont on dispose. Oui. Alors aujourd'hui, s'ouvrir sur la rive nord européenne, sur les pays arabes, sur l'Afrique, en fait, nous sommes stratégiquement bien positionnés, comme on le dit depuis tout à l'heure. De toute façon, c'est une doctrine mondiale. Le monde est condamné à multiplier les actions de la coopération internationale sur le plan économique, politique et culturel et sur tous les plans. Donc l'Algérie, effectivement, est là cette rente, je dirais, géographique, sa position géographique et cette position justement au sud de la Méditerranée, un grand pays, et c'est la porte de l'Afrique, donc avec une position politique de non-alignement qui va nous servir davantage aussi pour diversifier davantage nos relations économiques avec tous les pays du monde. Donc tout ça, ça peut constituer quand même des soubassements pour le développement de notre économie, pour la diversification de notre économie. Et nous avons aussi l'énergie. Nous sommes un pays énergétique, donc il n'y a pas que les énergies fossiles, même les énergies renouvelables, même l'hydrogène. D'ailleurs, je pense que ça a été discuté. Ça a été discuté. Donc on a un potentiel énergétique énorme, que ce soit dans nos renouvelables ou bien dans nos fossiles. Donc tout ça donne à l'Algérie quand même un avenir certain dans le développement économique pour peu qu'on passe à l'action, mais aussi de respecter le processus cumulatif. Il faut qu'il y ait de l'accumulation, mais pas de rupture, et à chaque fois revenir à la case de départ, etc. Des visions sur le long terme. Donc c'est ça. Mais sinon, nous avons un potentiel énorme à développer et nous avons tout à gagner dans la diversification et dans la liberté économique. Il faut libérer davantage notre économie. Portugal, un pays qui est de puissance moyenne, mais ils ont 145 banques. 145 banques. Donc vous voyez un peu comment et pourquoi l'Algérie a 27 banques, institutions financières et bancaires. C'est des choix stratégiques. Donc, il faut libérer notre économie et permettre à la création des millions d'entreprises, d'institutions financières, etc. Le dernier mot vous revient. Le dernier mot, c'est que plus de travail, mieux de travail et plus de persévérance. Et puis les résultats suivront, mais avec beaucoup plus d'abnégation. Plus de forcing, de lobbying sur organisation, travail. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Nous allons passer à notre deuxième thématique, la gestion des risques majeurs. Presque jour 20 ans après le séisme de Boumerdès, le ministère de l'Habitat a organisé samedi dernier un colloque international sur la prévention contre les tremblements de terre. Les participants ont fait le point sur les techniques modernes de construction parasismique dans le cadre d'une approche reposant sur le renforcement de la résilience à travers une meilleure appréhension des risques, l'amélioration du niveau de préparation et la reconstruction en mieux. Nous allons discuter de cette thématique, mais d'abord je vous propose de regarder ce reportage sur le CRAG, le Centre de recherche en astronomie et astrophysique, réalisé par Ahmed Bouarba. Nous sommes au Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique sur les hauteurs d'Alger, précisément à Bouzarea. Ici, la surveillance de l'activité sismique est une tâche minutieuse et permanente. Ce centre dispose d'une plateforme numérique qui fonctionne selon les normes internationales en matière de surveillance de séismes. Nous avons plusieurs systèmes très développés qui permettent de disposer de données fiables, dont le système Antelope, qui est considéré comme le premier à l'échelle mondiale. Nous avons numérisé 2 réseaux en 2006. Ce réseau est composé de 80 stations réparties sur l'ensemble du territoire national avec l'utilisation des images satellitaires afin de détecter et localiser toutes les secousses, même celles de faible magnitude. En cas de séisme, nos systèmes d'alerte localisent aussitôt l'épicentre du tremblement de terre 20 secondes après la première secousse. Nous œuvrons au renforcement de ce réseau en vue de réguler l'alerte précoce, de quoi renforcer la protection des infrastructures vitales du pays en vue de leur éviter plus de dégâts. Le CRAG a plusieurs missions. Il est chargé entre autres de mener des études scientifiques, astrophysiques et géophysiques. Autant de moyens et de dispositifs hautement sophistiqués qui permettent au CRAG de jouir d'une fiabilité au niveau international. Et afin de renforcer les missions de ce centre, il est question avant la fin de l'année en cours d'élargir son réseau de surveillance sismique pour réguler l'alerte précoce.
On revient sur le plateau et nous accueillons professeur Abdelhamid Afra. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes directeur de recherche et délégué national au ministère de l'Intérieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous accueillons également professeur Abdelkarim Chelroum, président du club algérien des risques majeurs. Merci d'être ce soir sur nos plateaux, messieurs. Alors samedi dernier, vous étiez en colloque donc pour parler de ces risques majeurs et notamment du risque sismique. On a parlé déjà sur nos plateaux sur ces risques majeurs et sur la loi de 2004 aujourd'hui qui manquait de texte d'application. Il a été annoncé justement l'élaboration d'une nouvelle loi qui viendra remplacer le texte de 2004 relatif à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes. Alors qu'est-ce qui va changer cette fois-ci? Qu'est-ce qui manquait à la loi précédente et qu'est-ce qu'on doit améliorer? Merci. Effectivement, donc il y avait la loi de 2004, la loi 0420, relative à la prévention des risques majeurs, la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable, qui, après plus de 15 années d'existence, n'a pas vu d'application réelle sur le terrain. Pour plusieurs raisons, dont je peux citer par exemple l'imprécision de la loi par rapport aux responsabilités. Donc sur les 10 risques qui étaient donc définis dans le cadre de la loi, les responsabilités sectorielles n'étaient pas définies. Donc on ne savait pas quel secteur devait s'occuper de quel risque. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que cette loi ne définit pas aussi les objectifs à atteindre en matière de réduction des risques. Le troisième élément, c'est que cette loi aussi ne définit pas le planning d'exécution. Toute loi se devait de définir un timing dans le temps, un planning d'exécution sur une durée donnée. Donc, ce n'était pas défini. L'autre élément, c'est que les modalités de financement des risques. Parce que la réduction des risques nécessite un financement. Et ce n'était pas défini dans la loi. Et ça nous coûte cher. Ça coûte cher à l'État parce que justement cette loi a défini uniquement la phase, je dirais, pratiquement intervention, sans s'intéresser réellement à la phase prévention, à la phase alerte, à la phase anticipation. Donc c'est ce qui a été constaté. En plus, le dépassement de cette loi par les accords internationaux. Oui. Donc la loi a été élaborée en 2004 sous le cadre de ce qu'on appelle le cadre de Hyogo et le cadre de Yokohama. Donc il y avait défini un certain nombre de concepts, notamment le concept de la gestion de la catastrophe. C'est la gestion et après des dangers, 2015, voilà, après 2015, donc le cadre de Sendai. Donc cette notion de gestion de catastrophe a été délaissée. Oui. Au profit de la gestion du risque de la catastrophe, parce que le risque étant omniprésent et qui a peut-être qui est peut-être né depuis une vingtaine d'années, donc il ne faut pas attendre la survenue d'une catastrophe pour la gérer, il va falloir la gérer beaucoup plus en amont. Donc sur les volets prévention, sur les volets anticipation, sur les volets alerte précoce, sur les volets prévision. Donc tout ça, la loi de 2004 ne les définissait pas, ne le prévoyait pas. Pas du tout. Aujourd'hui, il était nécessaire de passer à cette nouvelle loi qui n'a pas vu ses textes d'application, bien sûr, sortir. Voilà. Oui. Merci pour l'invitation d'abord. Et je dis bonsoir à mon collègue et ami, Hamid, délégué national. Donc moi je vais parler, si vous voulez, au nom du collectif d'experts, de plus de 120 experts qui ont eu le mérite d'élaborer cette loi 0420 et qui a été promulguée le 25 décembre 2004 et votée par les deux chambres. Je peux vous dire que la loi 0420, nous la connaissons par cœur, les fondamentaux de toute la prévention, que ce soit des situations pré-catastrophes. Elle a même traité les situations co-catastrophes. Pendant la catastrophe, les situations de survenance des catastrophes avec tout le dispositif. Et elle a également élaboré la problématique de la situation de relèvement.
Je suis d'accord avec Dr Afra qui dit que c'était Yogo, enfin c'était des principes qui ont permis d'élaborer cette loi, des principes internationaux de l'ONU. Maintenant, si je lis le framework de Sendai, c'est juste des termes. Gestion de la catastrophe, gestion du risque, mais dans la loi 0420, il y a la gestion du risque qui était posée de façon frontale. Donc, ce qui nous a choqué un peu, je vous dis, parce que les initiateurs de la loi sont toujours là, de la loi 0420, c'est qu'on a les pouvoirs publics, et nous nous sommes inscrits en faux, je vous le dis, et M. Afra, j'ai assisté à plusieurs réunions, ministère de l'Intérieur, nous avons émis des réserves et nous avons dit que cette loi n'a jamais été appliquée à partir du moment où il n'y avait pas de texte d'application. Donc il s'agira de l'améliorer. Vous savez, c'est ça, il s'agira de l'améliorer et la rendre plus applicable. On actualise une loi en fonction d'un état des lieux. Il y a eu plusieurs catastrophes qui ont touché ce pays. Par exemple, elle a été promulguée le 25 décembre 2004. Après 2004, il y avait des centaines de catastrophes. Des inondations. Je ne dis pas des risques majeurs, mais c'est des catastrophes majeures. Si je dois citer les inondations de 2008 de Gardaya, alors pour ces 15 dernières années, les séismes les incendies, et tout ça. Donc, avant de dire on va actualiser ou bien rectifier ou corriger, il faut qu'il y ait sur le terrain une application agressive, je dirais, de la loi qui va nous permettre de déterminer ce qui n'a pas marché. C'est ce que la nouvelle loi doit prévoir. Alors je donnerai juste ce chiffre, la moyenne des dépenses publiques consacrées à la réponse aux catastrophes en Algérie, notamment les inondations, les tremblements de terre, les incendies de forêt, a dépassé les 225 millions de dollars par an au cours de ces 15 dernières années. C'est-à-dire que c'est énorme. Donc aujourd'hui, on doit agir en amont. Tout à fait, tout à fait. Je voudrais juste réagir par rapport à ce qu'a dit mon collègue et ami Seyed Abdelkrim. Donc pour dire que la démarche que nous avions adoptée est une démarche de concertation et de consultation, très large consultation, à travers d'abord un séminaire, donc une conférence nationale qui a regroupé plus de 300 experts, donc algériens et même établis à l'étranger. Donc suite à ça, donc il y avait un groupe de travail donc qui a été constitué, qui est composé aussi d'experts dont a fait partie professeur Chelroum, avec d'autres de ses collègues. Bien sûr, chacun a sa vision, c'est tout à fait normal, c'est respectable, chacun a sa vision des choses. À partir de contradictions et mais bien sûr, c'est comme ça que le débat a été enrichi. Je dois préciser, il n'y a absolument rien de personnel. Non, mais on parle... C'est la confrontation des idées. Des idées, bien sûr. Et on l'a fait depuis probablement plus d'un quart de siècle avec... Oui. Donc nous travaillons ensemble, c'est tout à fait normal. Donc nous avons réalisé ce diagnostic et cette consultation. Ensuite, il y avait donc, comme je l'ai dit, un groupe de travail qui a été constitué, composé d'experts, qui a analysé ce qui a fonctionné dans le cadre de cette loi, ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi, quels sont les gaps, identifier les gaps et apporter bien sûr les propositions. Une fois que cet avant-projet a été élaboré, on a constitué un autre groupe de travail et de réflexion, c'est-à-dire pour avoir un œil externe encore nouveau pour regarder cette loi. Et c'est comme ça que ce deuxième groupe a élaboré ce projet en fait, qui était initialement, effectivement, on était parti sur l'idée de révision de la loi. Mais au vu des modifications très profondes qui ont été apportées et au nombre d'articles nouveaux qui ont été introduits, et juridiquement, au niveau du SGG, du secrétariat général du gouvernement, donc on ne pouvait pas aller vers la révision de la loi. Il fallait aller vers une nouvelle loi qui abroge carrément cette ancienne loi. Maintenant, en ce qui concerne les étapes de gestion des risques, je rappelle à mon ami et collègue Seyed Abdelkrim que cette loi a complètement occulté et ignoré la phase de relèvement. Elle n'existe pas du tout dans la loi. Qui est ? Le relèvement, la phase de relèvement. Post-catastrophe. Donc, elle parle des plans de prévention, effectivement, de l'intervention à travers les plans ORSEC,
Mais la dernière phase, mais on n'incrimine personne, parce qu'à l'époque, la vision était comme ça. Même Sendai, comme je l'ai dit, donc est venu pour apporter tout ça. La phase de relèvement a été introduite par Sendai en 2015. Sendai, c'est quand même une référence dans la gestion des risques de catastrophe qui a fixé les priorités mondiales. Pour chaque nation. Voilà. Chaque nation doit se Alors justement, donc une nouvelle loi sur les risques majeurs dont on va voir le jour, avec des textes d'application, ce que nous espérons. Alors l'Algérie est confrontée à un large éventail de risques majeurs. Actuellement, on est passé à 18 risques majeurs. C'est bien cela, vous confirmez, avec l'introduction d'autres risques émergents, notamment. On a fixé à 4 familles. Oui, les risques climatiques extrêmes. 4 familles de risques, voilà. Le risque d'acridien, le risque biotechnologique et le risque cybernétique, ajoutant, le réchauffement climatique qui avait aussi aggravé la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes. Est-ce que aujourd'hui nous avons zoné, on a un zonage de nos régions selon, on a ces données d'information, parce qu'il faut avoir des données d'information, une base de données pour pouvoir agir aussi. Il s'agit de pouvoir agir en temps et en heure. Déjà, vous m'excusez, déjà avant, il y a 2 ans, dans la conférence qui a été organisée par le ministère de l'Intérieur, en l'occurrence, la délégation. La tête de file, c'est la délégation. Ils ont organisé une conférence importante à laquelle nous avons participé, que ce soit au niveau des ateliers, que ce soit au niveau de la plénière. Nous étions là aussi. Et nous avons dit que déjà, en 2004, on avait parlé des cartographies régionales par risque et globalement avec la concomitance des risques. C'est très très important. Donc le premier segment. Le deuxième segment, on avait parlé de la simulation grandeur nature, qui est ressortie cette fois-ci, que j'applaudis d'ailleurs. Et la troisième, c'est les méthodes, si vous voulez, de protection. Voilà, les procédures parce que le plus gros problème, il ne s'agit pas de dire, voilà, on va faire ça. Problème, vous avez, si je parle de la sismicité, puisqu'on est de la même pratiquement spécialité, c'est un séisme de 7, que va-t-il se passer pour Alger? On doit se poser la question, sommes-nous à l'abri d'un séisme de 7 pour Alger-Oran? Et comment va se comporter le vieux bâti? Surtout après ce qui s'est passé en Turquie aujourd'hui. J'y étais, j'ai vu la catastrophe. Donc c'est là qu'il y a des séismes de plus en plus forts. Il faut répondre de façon, si vous voulez, objective. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est quoi? C'est comment préserver les populations, les infrastructures les plus importantes? Par exemple, à l'abri d'une inondation comme celle qui a frappé Bab el-Oued le 10 novembre 2001. C'est les questions, c'est ça, l'anticipation du risque. Alors je pense que sur les inondations, 865 zones inondables ont été recensées à travers le territoire national, vulnérables, et on sait combien autour de ces sites se positionnent certaines habitations anarchiques ou proches des oueds, c'est-à-dire que la population est en danger. Est-ce que nous pouvons encore agir? Oui, je voudrais revenir par rapport à votre question, madame, au sujet du zonage et des cartes de zoning, pour rappeler que concernant au moins 5 risques, nous avons toutes les cartes de zonage. Le risque sismique, nous avons le zonage. Donc, tout le territoire national, il est zoné. Il est caractérisé par ce qu'on appelle l'accélération au rocher au niveau de chaque commune, de chaque wilaya, de chaque daïra sur le territoire national. Pour ce qui est des inondations, c'est la même chose. Donc, nous avons cartographié tout le territoire national. Et comme vous l'avez dit, il existe 865 zones inondables qui sont définies par la superficie du bassin versant, par la nature du couvert végétal, par la pente du bassin, par ce qu'on appelle le coefficient de perméabilité du sol, qui permet d'absorber ou de faire écouler, évacuer les eaux superficielles et les eaux pluviales, mais aussi par la nature du sol. Donc toutes ces caractéristiques-là sont cartographiées, ils sont géolocalisés aussi, géoréférencés, donc avec toutes les caractéristiques. Donc après la problématique qui se pose, c'est comment agir. Oui, je vais y arriver. Non, pour dire que la cartographie n'existe pas pour tous les risques, mais je dis pour les séismes, les inondations, les feux de forêt. Nous avons la carte de sensibilité aux feux de forêt sur le territoire national. En fonction justement du couvert végétal, de l'espèce végétale, en fonction de l'humidité, en fonction de la vitesse
et de la direction des vents et en fonction de la température. Donc nous avons des modèles aujourd'hui, en fonction de ces données météo, qui peuvent prédire la naissance d'un feu, ou bien la propagation d'un feu plus tôt. Parce qu'en Algérie, je dirais 99% des incendies de forêt sont d'origine humaine, volontaire ou involontaire. Mais les modèles, qu'est-ce qu'ils donnent? S'il y a naissance d'un feu en un point donné, la probabilité que ce feu se propage est calculée. Donc ça, on le sait. On a les calculs. Concernant la désertification, c'est la même chose. Donc, nous avons les cartes de désertification et les cartes de sécheresse. Donc, tous ces risques-là sont couverts avec un zonage. Maintenant, pour ce qui est du vieux bâti, effectivement, c'est une problématique, notamment du bassin méditerranéen. Donc, on a vu ce qui s'est passé en Turquie, en Italie, en Grèce, en Espagne, en Algérie. Nous avons un parc bâti qui est classé vulnérable, soit qui n'a pas été conçu conformément à une réglementation parasismique, ou bien il a été conçu conformément à une réglementation parasismique antérieure. Donc, il y a évolué depuis. Mais cette problématique, justement, nous l'avons prise en considération dans le cadre de cette nouvelle loi. C'est qu'il est fait maintenant obligation à l'État et au secteur concerné, annuellement, d'arrêter des programmes de renforcement par priorité. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose de facile. Professeur Chloum donc a indiqué un chiffre comme qui est très important en termes de vieux bâtis. Quel chiffre? 1,5 million. Plus d'1 million de logements qui sont classés. Qui sont classés situation vulnérable. Patrimoine national. Donc là, comment traiter ce phénomène-là? On doit procéder par priorité. On ne doit pas tout casser et reconstruire. On ne doit pas laisser les choses comme ça, c'est sûr. Faut qu'il y ait une... Le risque, il y a un risque acceptable. Il y a un risque acceptable. Vous savez, après, vous m'excusez, après le séisme de Boumerdès, il y avait une volonté politique. Il n'y avait pas de réglementation, si vous voulez, concernant le renforcement de vieux bâtis qui a été préjudiciablement endommagé. Vous le savez. Donc, et puis il y avait une volonté politique, il y avait la mise en place de groupes de bureaux d'études privés, étatiques. Le CTC a éclaté en plusieurs cellules et nous avons fait beaucoup de réunions et nous avons arrêté des procédures de renforcement et nous étions engagés et on a pu renforcer des milliers de bâtiments en l'espace de 4-5 mois. Donc, à mon avis, sous la houlette probablement d'une institution comme la délégation, avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Habitat qui est animé, je peux vous le dire, d'une volonté infaillible et des travaux publics. Donc on peut déjà démarrer. Moi, ce qui m'intéresse, je ne vous cache pas, c'est la capitale d'abord. Parce que c'est le centre nerveux de ce pays. Mais de toute façon, j'allais vous donner ce chiffre. 63% de la population se situe dans 4% du territoire. Donc un peu le nord de l'Algérie. Donc pour agir, ça demande... Régler ça et puis généraliser par la suite, mais de manière réglementaire. Fixer une réglementation ou un corpus de règles qui va permettre au privé, il y a pas mal, vous savez... On parle de la révision du RPA. On forme 400 ingénieurs Master 2 par an. Je ne parle pas des doctorants. On parle de la révision du RPA dans le secteur de l'habitat. Est-ce que ça va rehausser justement le seuil de sécurité pour les ouvrages et les infrastructures? Étant un membre du comité de rédaction des règles parasismiques depuis maintenant trois versions, donc la dernière, effectivement, la réflexion a été entamée déjà après 2003, suite au séisme de 2003, qui a en fait, je dirais, surpris, entre guillemets, les sismologues par l'existence de cette faille qui n'était pas connue auparavant, qui a engendré un séisme de magnitude 6,8 et des accélérations très élevées. Et ce qui a amené les pouvoirs publics à l'époque, avec tous les experts, les constructions n'étaient pas aussi aux normes. Oui, pour dire que finalement le zonage va falloir le revoir. Il faut dire. Est-ce qu'aujourd'hui on s'éloigne de cette... Je suis désolé, c'est la réglementation qui n'était pas à la hauteur, puisqu'elle classait Alger, Boumerdès comme zone 2 de sismicité modérée. Il n'y avait pas cette prise de risque. Donc le séisme, il est venu, il a contredit toute la réglementation. C'est ça. Donc ça a été pris en considération. Ça a été pris en considération.
toutes ces nouvelles données, toutes ces recherches. Donc maintenant, ça va faire donc 20 ans. On vient de célébrer, entre guillemets, le 23 mai, c'était le 20e anniversaire de ce séisme. Samedi dernier, et monsieur le ministre de l'Habitat l'avait annoncé lors de ce colloque, donc du 20-21 mai, que la version du RPA, qui est en phase finale dans sa révision, donc qui a pris en considération l'ensemble des études d'aléas sismiques, des études de risque, donc va sortir avant la fin décembre 2023. Donc ça, c'était moi personnellement, j'étais content d'entendre ça, parce que nous avons travaillé pendant des années, et bien sûr, c'est pas toujours évident. Le risque, c'est pas uniquement la science, c'est la science certes, mais il y a aussi d'autres considérations économiques, d'autres considérations sociales. Donc il faut considérer. Il y a aussi un risque qu'on doit accepter, que nous devons accepter. Il y a un risque. Un risque de perte. Tout à fait. On ne peut pas annuler un risque aussi. Le risque zéro n'existe pas. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette phase de gestion des dangers, des risques et pas de l'après-catastrophe? Est-ce qu'on s'inscrit dans cela? Est-ce que nous avons on va dire développer nos capacités en termes d'action? Est-ce que nous avons les capacités d'agir en amont aujourd'hui? Est-ce que nous avons des zones où, par exemple, en termes de catastrophe, orienter les citoyens, parce qu'il faut aussi informer le citoyen aujourd'hui, il faut l'impliquer dans tout cela. Est-ce que nous avons tout à fait, prévu madame, tout cela? Oui, justement, cette loi, elle est venue pour justement mettre en place tout le système de gestion des risques de catastrophe et pas la gestion de la catastrophe. Les priorités de Sendai, qui sont 4, donc la première qui porte sur la compréhension des risques. Alors la compréhension des risques, c'est la sensibilisation, l'information, la formation, l'enseignement, la recherche, l'innovation, donc tout ça sous le chapeau de compréhension des risques. Des simulations, vous parlez de simulations oui, tout ça. Et toutes ces priorités, donc les 4 priorités, donc la compréhension des risques, l'investissement dans les risques, l'alerte précoce et bien sûr la gouvernance. Donc les 4 priorités. Chaque priorité a été interprétée, a été traduite et déclinée dans la loi. D'accord. En termes d'articles qui obligent l'État et qui obligent les institutions et qui fixent les objectifs et qui fixent les responsabilités. Ensuite, il y a les 7 objectifs de Sendai. Chaque objectif, donc en termes de réduction des impacts, que ce soit en termes de nombre de décès par rapport à 100 000 habitants, en termes de nombre de sinistrés par rapport à 100 000 habitants, en termes d'impact par rapport au PIB, en termes de perturbation des services essentiels. Donc tout ça, tous ces objectifs-là ont été déclinés dans le cadre de la loi avec des objectifs fixés et qui sont définis par décret. Donc chaque programme, soit un programme quinquennal, triennal ou quadriennal, ou même des programmes annuels, seront fixés pour dire sur les 5 ans à venir, par exemple, je dois réduire la superficie incendiée par an, qui est actuellement autour de 30 000 hectares, je dois la réduire de 20%. Parce que Sendai n'a pas fixé des valeurs. Vous avez des objectifs aussi donc, à atteindre. Bien sûr, c'est ça la loi, ce qu'elle a apporté de plus. Pourquoi ne pas revenir aussi à un outil que nous avons depuis quelques années maintenant, c'est le SNAT, le schéma national l'aménagement du territoire. C'est là où je veux en venir, parce que quand on avait élaboré la loi 0420, d'abord, tous les fondamentaux dont parle le docteur Afra étaient déjà incorporés, parce que c'est les fondamentaux d'Hyogo et tout ça, c'est une révision, si vous voulez. Mais en parallèle, il y avait le SNAT en cours, parce que c'était le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement qui chapeautait tout ça. D'accord? Donc, et là, parce que si je vois un peu la documentation au niveau de la protection civile, la Direction générale de la protection civile, que je salue, qui sont très, très, si vous voulez, dans leur mission, ils sont, je pense, au top. Ils ont toutes ces cartes dont a parlé le docteur Afra, par risque.
Nous, ce qu'on demande dans la gestion des risques, si vous voulez prendre les modèles de Markov, par exemple, dans le cas des incendies ou bien dans le cas des inondations, nous avons pas mal de thèses en cours avec soi, il faut la superposition. Il faut une superposition par commune de l'ensemble des risques touchant cette commune. Et c'est là, une fois que ça est fait, là, on passe à la prévention, à la détermination, si vous voulez, de la stratégie. La stratégie, c'est quoi? Comment protéger les biens et les personnes. Oui. Voilà, c'est ça notre but. D'ailleurs, vous dites qu'il faut commencer. Vous prenez Sendai, c'est le khulasa, si vous voulez la conclusion, il dit que chaque pays est chargé justement d'assurer au minimum la gestion du risque à son niveau. C'est-à-dire, mais il ne faut pas compter sur tel ou tel truc pour venir vous apporter. D'ailleurs, vous dites souvent que la gestion des risques majeurs commence par la base et non par le sommet. Il faut impliquer aussi les APC, les communes, tout le monde. Je pense que c'est ce que prévoit également la loi. On a toujours dit qu'il faut un monsieur risque. Oui. Un monsieur risque actuellement. Il est représenté par le ministère de l'Intérieur. Définir les rôles, mais là, ça suffit pas, parce qu'au moment où nous avons mis en place cette délégation, la structure et le squelette, on avait même dit que cette délégation devait dépendre directement du Premier ministère. Reprenez les premiers textes. Et puis, avec le temps, on a attendu jusqu'en 2011, de 2004 à 2011, pour avoir un responsable de cette délégation. Et puis, le même est resté au même poste jusqu'en 2019 ou 2020, je ne me souviens pas. Est venu monsieur Afra, docteur Afra, et le deuxième. Donc, il faut vraiment des structures robustes, des structures qui ont des prérogatives à l'horizontale, des structures qui doivent avoir des autorités, une autorité ou une force administrative ou je ne sais pas moi, publique, sur les responsables locaux, à savoir le Wali et tous les responsables locaux. Maintenant, le Wali décide d'implanter, si vous voulez, 4000 logements dans un lit web. Oui, bah oui. Et personne ne peut le contrarier, c'est lui le patron, c'est lui le gouverneur. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire à partir de 2004, après le séisme de 2003, nous pouvons dire que toutes nos habitations, nos constructions répondent aux normes parasismiques et que le scénario de Boumerdès s'éloigne? Oui, avant de revenir, si vous permettez, madame, à cette question, oui, très rapidement. Donc, je voudrais revenir au SNAT, le schéma national d'aménagement territoire, donc qui a été élaboré en 2010 et qui a été évalué, parce qu'il était prévu l'évaluation chaque quinquennat, donc évaluation en 2015, et tout récemment, donc depuis 2021, donc on a commencé la révision du SNAT. Et actuellement, ce qui est nouveau dans ce SNAT de 2022, c'est qu'il a prévu un PAT, donc un programme d'aménagement du territoire dédié aux risques majeurs. Donc ce qui est nouveau dans le SNAT actuel, c'est qu'il a prévu, il a abordé l'enjeu des risques majeurs dans le cadre de l'aménagement du territoire. On ne peut pas aménager un territoire sans prendre en considération les risques auxquels il est soumis. C'est la même problématique, que ce soit pour le SNAT, la loi 04. C'est l'application. La loi sur l'eau, il n'y a jamais eu de texte d'application. Oui. C'est ça. Maintenant, par rapport à la question, effectivement, depuis 2003, donc il y a eu cette expérience. Et justement, le 20e anniversaire de ce séisme nous a permis un peu de marquer un point d'arrêt et de regarder un peu le rétroviseur pour voir ce qui a été fait, comment il a été fait, les leçons que nous avons tirées, est-ce que nous avons appris les leçons, c'est ça. Et bien sûr, comment maintenant se projeter dans le futur. Moi, je pense que l'Algérie, parmi les pays, je dirais, de pourtour méditerranéen, qui ont une réglementation parasismique assez robuste, assez pertinente, qui est basée sur l'école américaine. Donc, les premières règles parasismiques ont été élaborées en collaboration et en coopération avec l'université de Stanford. Donc, je pense que... personne. Est-ce que depuis 2004, nous répondons aux normes parasismiques? Bien sûr, même avant... les constructions, les logements qui ont été... Madame, je vais vous dire, il n'y a aucun bâtiment qui a été calculé conformément aux règles parasismiques et qui a subi des dommages ou un effondrement total. Donc, il n'y a pas de cas... Tous les cas qui ont subi des dommages, je dirais, exceptionnels ou des effondrements, ont soit
n'ont pas été appliqués n'ont pas été conçus conformément à la réglementation, ou bien c'est la réalisation qui a été remise en cause. Et vous savez que plus de 50% du bâti qui s'est effondré à Boumerdès, c'était privé. Oui, mais aujourd'hui, le privé est bien là et doit suivre aussi la réglementation. Il faut dire également... Le privé construit aujourd'hui des promotions immobilières. Il faudrait qu'il soit... Non, je ne parle pas des promotions. Non, je parle de l'individuel. Oui. Je ne parle pas de l'individuel. Des logements individuels. Je dois préciser les promotions immobilières. À peu près 20% des bâtiments publics qui ont été érigés selon les règles se sont effondrés, que ce soit à Corso, Mustafa, j'ai le listing. Ils sont également touchés. Donc c'est pour cela, d'où la nécessité de revoir, de procéder à la ce sera le dernier mot, monsieur. Oui, c'est ça. Ce sera le dernier mot. Oui, vous pouvez terminer le... Non, c'est pour ça, justement, effectivement, j'ai décalculé conformément à la réglementation. Parce que la réglementation de l'époque, elle avait un certain niveau. Oui. Donc là où il y a eu effondrement, c'est parce qu'il y a eu dépassement de la capacité pour laquelle le bâtiment a été conçu et calculé. Donc ça s'explique. C'est comme si vous avez... renforcer le contrôle aussi derrière. Hein. Non. Vous avez un bâtiment qui est conçu pour résister à un niveau et il a subi un niveau plus important. Oui. Donc c'est tout à fait normal qu'il subisse des... Merci monsieur, c'est passionnant, mais malheureusement le temps qui était parti à ce débat est terminé. Merci à vous d'avoir été sur ce plateau. Nous allons placer à notre dernière thématique qui est le plan bleu pour l'aménagement de la capitale. Il consiste à reconquérir le front de mer pour renouveler la relation étroite qui lie le citoyen à son littoral et qui s'étend sur 80 km. On garde ce sujet et on revient juste après pour le débat. On dit qu'elle fait partie des plus belles baies au monde. Il s'agit de la baie d'Alger. La capitale que les pouvoirs publics veulent hisser au rang de métropole méditerranéenne jouit justement de cet atout majeur qui est son littoral. Il s'étend de Oued El Raya à l'est à Oued Mazafran à l'ouest sur une distance de 80 km. Son aménagement constitue une priorité absolue dans la stratégie tracée par la wilaya. Un programme appelé Plan Bleu comprend bon nombre de projets structurels a été établi pour mettre le littoral algérois sous ses plus beaux jours. Voilà à quoi peut ressembler une partie du littoral. Ce nouveau pont sera construit pour relier Bab El Oued à l'Amirauté en passant par Al-Kitani. Pour offrir aux citoyens plus d'espaces de loisirs, des parcs marins seront réalisés sur le littoral algérois, des pistes cyclables et des piscines naturelles. Nous avons entamé les travaux par le côté ouest en construisant des brise-lames sur une longueur de 400 mètres et en aménageant une plage artificielle qui peut accueillir jusqu'à 500 personnes par jour. Du côté centre, nous avons commencé le projet de construction d'un port de plaisance. Il s'étend de Aïmbnian à Tamenfoust. Et afin de compléter ce projet, nous avons également construit un quai d'une capacité d'accueil de 100 embarcations. Sur le chantier des Sablettes, les ouvriers manipulent de nombreux engins dans des camions et des pelleteuses, ainsi que des grues. Ils activent dans un nuage de poussière afin de faire avancer les travaux d'aménagement. La cadence s'accélère pour sa livraison dans les plus brefs délais. Le laboratoire d'études maritimes a pour mission d'assurer le suivi technique du projet conformément au cahier des charges défini par l'administration. Le laboratoire central des travaux publics est chargé de vérifier la qualité des matériaux de construction. En ce qui concerne Oued El Harrach, il sera recalibré sur une distance de 18,2 km. En plus de l'aménagement des espaces de loisirs et des espaces de détente sur les deux rives, 4 stations de prélèvement automatique seront installées. Il s'agit de mini-laboratoires qui donnent des résultats instantanément en vue de contrôler la qualité de l'eau et les risques d'inondation. Se concrétiser réellement sur le terrain. Pour en parler, nous accueillons Monsieur Gersler. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé d'études et de synthèse à la wilaya d'Alger. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Nous accueillons également Monsieur Kemel Boukricha. Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'hydraulique à la wilaya d'Alger. Et monsieur Rahmani Abdelrahman, directeur des travaux publics à la wilaya d'Alger également. Merci messieurs de revenir pour certains et de venir pour d'autres sur ce plateau pour terminer avec ce 4e plan bleu pour l'aménagement de notre capitale. On a parlé des 3 autres plans lors de nos précédentes émissions. Aujourd'hui, c'est le plan bleu, c'est recréer ce lien avec le front de mer, avec la Méditerranée. Donc au-delà aujourd'hui de la volonté de satisfaire les usagers, il y a celui de créer des centralités attractives en offrant de nouveaux espaces de qualité. Oui, effectivement. Donc, le plan bleu comporte plusieurs projets d'aménagement du littoral, donc des ouvrages de protection et des aménagements avec des promenades. La dépollution et l'aménagement Oued el-Harraj ou Oued el-Hamiz de Oued el-Ghaya, qu'on va développer peut-être par la suite, ainsi que la liaison qu'on va créer entre la ville basse, le pont, l'esplanade qu'on va réaliser, donc qui va relier du côté de la place des Martyrs jusqu'à la pêcherie. Donc il y aura une esplanade de 16 000 m². Donc on va créer un lien direct. Donc de la place des Martyrs, il y aura un passage des escaliers mécaniques déjà qui nous mènent vers les voûtes, donc les 2 niveaux de voûtes qu'on est en train de réhabiliter. Qu'on a eu l'occasion de voir dans un feuilleton ce mois de Ramadan. De voûtes, donc il y a les 43 commerces. L'aménagement aussi est en cours, et il y a l'esplanade qui mène vers la pêcherie. Donc tous ces projets, vous parliez, c'est des projets concrets. Donc il y a des projets qui sont déjà financés, qu'on va lancer dans les semaines, peut-être le mois qui va suivre. Donc on a l'aménagement de Bab el-Oued déjà qui est financé. On a Sablette, l'achèvement qui est financé. On a la dépollution et l'aménagement de Oued el-Hamiz qui est déjà financé. Et que va-t-il advenir de ces grottes, vous parliez tout à l'heure de ces voûtes qui sont en train d'être réhabilitées? Donc je vous ai dit, il y a les 43 voûtes donc, qui vont abriter des commerces. Ils vont abriter des commerces. Commerces de qualité. Donc, et les 2 niveaux de voûtes qui datent de l'époque. Qui peuvent être même un circuit touristique. Bien sûr, ça fait partie du circuit touristique qui englobe aussi la Kasbah. Donc il y a tout un cheminement de la Kasbah qui nous mène jusqu'à la pêcherie. Voilà, le lien est fait. En fait, il y a tout un cheminement, comme vous le dites. Il y a un pont qui doit être construit donc entre Bab el-Oued à l'Amirauté. Parlez-nous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est en train d'être réalisé? Qu'est-ce qui est en cours et qu'est-ce qui va venir? Merci pour cette question. Vous avez déjà commencé par une petite question avec nos collègues des risques majeurs. Parce que c'est intégré dans les plans. Parmi les objectifs du plan bleu d'Alger, capitale d'Algérie, bien sûr. La baie d'Alger, c'est parmi la 2e, si on peut dire. Elle est classée historiquement parmi la 2e après Rio de Janeiro en beauté panoramique. Donc c'est un bijou méditerranéen. La perle de la Méditerranée. Donc c'est un patrimoine qu'on doit le protéger, le développer, absolument. Ainsi de suite. Et on sait que c'est une zone très sensible, vulnérable, mais c'est ça l'objectif numéro 1 du plan bleu, c'est protéger la rive marine algéroise. Le littoral, c'est ça les projets. La majorité des projets sur cette perle, sur cette baie, c'est protéger, c'est-à-dire contre les agressions climatiques, la houle, la mer, ainsi de suite. L'objectif, le grand projet dans ce plan bleu, c'est les sablettes sur 4,5 km. Et s'étale sur la linéaire. Qui n'est toujours pas achevé, oui, il s'achève cette année. Cette année, Inch'Allah. Puisqu'il y a beaucoup d'équipements projetés en cours de finalisation, notamment c'est-à-dire le port de Plaisance qui s'achève d'ici le mois de juillet, Inch'Allah. Il sera remis aux exploitants, les lignes touristiques, les lignes de plaisance, ainsi de suite. Donc le Sablette contient plusieurs projets de tourisme, de protection. D'abord, on a gagné en mer environ 45 hectares. Donc, premièrement, c'est la protection
contre les agressions climatiques. Deuxièmement, c'est un espace gagné en mer. Troisièmement, c'est un espace touristique qui a reçu plusieurs équipements sportifs, équipements de tourisme, ainsi de suite, comme le théâtre de plein air, des plages, 3 plages, énormes plages au plein centre d'Alger. Et on a des restaurants, il y en a des espaces de sport, presque 11 à 18. Finalement, la fabrication de la ville va même influencer les comportements et des populations. Et il a reçu presque 150 000 visiteurs, surtout les week-ends. Donc c'est énorme comme espace de détente, de loisirs. Ça a tout de suite été adopté par la population, ce projet des Sablettes. Aujourd'hui, il y avait ce besoin de se reconnecter avec le front de mer. Par contre, moi, j'aurais une question sur les 4,5 km. En termes de sécurité, aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule entrée principale au niveau des Sablettes. Est-ce qu'on pense... Il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs, il y en a 3. Sur l'autoroute. Le premier sur l'autoroute à partir de Jamia Al-Jazair, et on a la rentrée principale. Il faudrait peut-être penser à créer d'autres ouvertures. La deuxième, c'est au niveau du parking Karoubi vers Sablet au centre. Le troisième, en cours de finalisation, c'est côté ouest, à côté du pont bleu, à côté de la station des Salmons. C'est le troisième. Il y en a en cours d'étude sur une grande passerelle sur Oued el-Harrach. Donc, toutes les perles d'Alger, la mosquée d'Alger, Oued el-Harrach, on a autour des Safex, ainsi de suite, on va créer ce plan bleu, il va créer une passerelle piétonne, une grande passerelle piétonne, c'est-à-dire en continuité des 2 passerelles. Voilà, c'est la promenade dont je parlais tout à l'heure. Vers Sablettes. Donc c'est un tout, il y a plusieurs. Tout reviendra au niveau des Sablettes, finalement. Et vers les autres projets. En plus, pour compléter, il y a une bonne partie des visiteurs qui viennent aux Sablettes. Il y a le parking à côté qui empruntent la passerelle piétonne. Donc, c'est pas tous les visiteurs qui rentrent. Il y a un parking qui est mis à leur disposition en dehors de la zone Sablette. Très bien. Et pour compléter aussi, pour l'aspect maritime, il y a aussi des projets pour la zone Est. Donc, il y a un aménagement au niveau de Borj Kifan. Donc, on a des projets qui sont prévus jusqu'à Borj Bahri. Donc il n'y a pas, on focalise. C'est en termes de port de plaisance, c'est en termes de, il y a une connexion qui sera de protection du rivage et de création d'une route côtière et d'esplanade pour la sur toute la côte de la capitale. Alors Monsieur Boukisha justement parle beaucoup de la réhabilitation de Oued el-Harrach. Aujourd'hui, est-ce qu'il est dépollué? C'est pas une réhabilitation. C'est un projet d'aménagement. L'une des principaux objectifs de Oued el-Harrach, c'est de permettre de protéger la ville de Harrach contre les inondations. C'est le premier point focal, c'est d'élargir l'Oued pour permettre de faire passer une pluie centennale afin d'éviter toute inondation au centre-ville de Harrach ou bien une évacuation, on va dire, vers la mer. Maintenant, l'Oued est aménagé presque à 100%. Il a une largeur qui varie de 120 mètres à 400 mètres. Il peut faire passer la pluie centenaire très favorablement. C'est comme il a été aménagé, on a pu libérer beaucoup d'espace. Donc l'idée est venue de tout l'espace libéré, de les occuper par des espaces de loisirs, stade, terrain de foot, terrain de basket. Il y a aussi une piste cyclable qui permet aux gens de se promener tout au long de l'Oued, sur 18 km. Il y a des ponts et des passages qui permettent de passer d'une rive à une autre, comme on l'a vu aussi dans le documentaire, une station d'alerte contre inondation et des stations d'alerte contre la pollution. Le premier volet est presque achevé. Le volet aménagement, presque aux inondations, il est achevé. On est passé maintenant au deuxième volet, le volet dépollution. En point de vue d'élimination des rejets urbains, tous les projets sont lancés et sont en voie d'achèvement. Et tous les rejets de la Wilaya d'Alger qui déversent vers Oued el-Harrach vont être drainés et acheminés vers une station d'épuration qui est en fonction, qui se trouve à Barraqi, à Sederzine. Parce qu'aujourd'hui, pour rappeler juste le problème de Oued el-Harrach, c'était les déversements des industries. Je vais arriver. Je commençais par les rejets urbains. On passera après aux rejets usés. Tous les eaux usées urbains sont presque drainés et acheminés vers la steppe de Barraqi. Ils vont être traités et rejetés vers l'Oued. Soit directement au niveau de la station, ou bien ils vont se pomper jusqu'à la limite de la Wilaya d'Alger et reversés par l'Oued pour assurer
pour assurer un débitillage en cas de sécheresse. Ça, concernant la partie urbaine. Pour la partie industrielle, la ville d'Alger a fait une commission interministérielle composée de l'environnement, de l'hydraulique, de l'industrie, pour inciter et obliger l'ensemble des industriels de se doter d'une station d'épuration. Absolument. Mais est-ce qu'ils jouent le jeu? Ils jouent le jeu. Je vais donner des exemples. Est-ce que ça devient aujourd'hui une obligation ou est-ce que c'est laissé à leur bon vouloir? Comment ça se passe? Toute nouvelle installation qui doit se faire, elle a l'obligation de faire une station d'épuration en fonction de ce qu'elle va produire. Elle fait une station d'épuration pour s'approcher le logis eau urbaine sont traités à Barraki. Les anciennes installations qui ne sont pas dotées, on est en train de les accompagner pour se munir des stations d'épuration. Il y a beaucoup de séminaires, beaucoup de rencontres, beaucoup d'explications. Tous les industriels sont connus, sont sensibilisés, et il y a beaucoup d'entre eux qui sont dotés de stations d'épuration qui vont être dotés. Si on branche sur ça, concernant Oued El-Harrach, il y a un autre Oued qui est aussi important que Oued El-Harrach, qui est Oued El-Hamis. Oui, j'allais en venir à Oued El-Hamis. Je vais d'abord donner la parole à monsieur. Oui, allez-y. C'est pour toucher tous les projets du Pont Bleu, c'est-à-dire ils commencent à partir de stade Farhani, là où on a, c'est-à-dire toute la promenade de Bab el-Oued. Donc l'idée c'est le Walid d'Alger et toute l'équipe qui travaille sur ce plan, ont voulu de créer toute une esplanade de Bab el-Oued, de stade Farhani, ainsi de suite jusqu'à pourquoi pas jusqu'à Tamounfouz. Donc c'est une belle baie nécessite d'être aménagé tout le long. Le premier projet, c'est l'aménagement du front de mer Farhani, en face du stade Farhani. Actuellement, la RN11 passe entre le stade et la côte, enfin, la protection maritime. La mer, c'est-à-dire l'eau, touche les piétons. Donc, on doit protéger d'abord cette rive. Deuxièmement, créer toute une esplanade pour les Algérois et les Algériens. Donc, c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est l'esplanade vers Bab el-Oued, vers Ka'assour, avec toutes les piscines en cours de réalisation, vers Ka'assour, vers l'Amirauté et vers... qui seront alimentés par l'eau de mer pour les piscines? Oui, effectivement. En eau de mer. Et on a toute une piscine naturelle. Tous les rochers existants, ils constituent par la suite une piscine naturelle formidable. Elle est visitable actuellement. Ça enchaîne avec l'esplanade qui va relier entre Sahchouada et la Picherie. Donc ça relie, c'est-à-dire Ketchawa, toute la ville ancienne, un bon parcours, Sahchouada, les voûtes, vers directement à pied. Actuellement, il n'y a pas de liaison, liaison verticale. On doit passer par des escaliers pour couper la route, traverser la route vers la Picherie. Ça, c'est le troisième grand projet. C'est un projet. Alors, qu'est-ce qui est en cours de réalisation et qu'est-ce qui est projeté? Ça, c'est en cours de réalisation, c'est la promenade sur la boulevard Mira, Kitani, ainsi de suite. C'est les piscines en cours de réalisation. Projeté en cours d'étude, et c'est-à-dire, il va être lancé une fois financé, c'est le Kitani, la protection de tout autour du stade Farhani. Cette esplanade, la grande esplanade, la liaison entre Sahchouada et la Picherie, elle est aussi programmée pour le lancement peut-être fin d'année 2023. Et on a aussi tout ce qui est la liaison entre Zerout Youssef. Vous connaissez que Zerout Youssef, elle est surélevée avec 2 étages par rapport à Bonata, c'est-à-dire pour créer la liaison entre les deux, que l'Algérien va bénéficier du port d'Alger, de cette beauté. Le quatrième projet, on a parlé du ça va vaporiser la marche aussi. Oui, avec une passerelle projetée entre c'est-à-dire le Hamma, Jardin d'essai et tout le couloir, c'est-à-dire le boulevard touristique, afin de relier vers la station des Salmons, vers Sablette et vers cette future, c'est-à-dire esplanade. On termine par le côté est. C'est pour une réalisation en cours d'étude, en cours de finalisation, jusqu'à Tamounfouz, avec toute l'esplanade qui sera créée. Voilà, grosso modo, ces projets qui s'intègrent parfaitement avec les projets de nos collègues, bien sûr. Bien sûr, tout est lié aujourd'hui. Oued El-Harrach et Oued El-Hamis. On va arriver à Oued El-Hamis, monsieur Gers, oui. Moi, je voudrais revenir pour l'aménagement de Oued El-Harrach, en complément à ce qu'a dit mon collègue. C'est vrai qu'il comprend plusieurs axes, donc la lutte contre les inondations,
Donc, on a élargi les doueds, le problème de la dépollution. Qui sera achevé quand pour le problème de la dépollution? On a une date? Non, c'est puisqu'il y a la station. La station elle est fonctionnelle de La station d'épuration des eaux urbaines est fonctionnelle et elle va avoir encore une extension. D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il est dépollué aujourd'hui ou qu'il est toujours en cours de dépollution? En cours de dépollution. Il est en cours de dépollution. Parce qu'il y a les effluents qui nous viennent de la Oued Tipaza. De Blida plutôt, une partie qui vient de la Oued Blida. Moi je voudrais revenir sur. Il y a un point qu'on a toujours occulté. Dans le cas de l'aménagement de Oued el-Harrach. Il faut signaler quand même qu'on a relogé un peu plus de 4000 habitants. J'allais en venir pour celui de Regaya sur les constructions autour qui a dicté sur les berges. En plus, l'Oued était très 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 pollué dans des conditions. Donc il y a tout cet aspect social qui a été pris en charge. On n'en parle pas. Mais il y a quand même un peu plus de 4000 familles qui ont été relogées dans des conditions beaucoup plus confortables. Il n'est pas dit quand tu es relogé, parce que tu es indemnisé. Maintenant, si vous promenez sur les berges, les berges sont libres. Donc on peut rentrer côté Sablet, et on peut marcher en vélo, bien à pied, faire toute la ville, se retrouver jusqu'à la limite de la d'Alger, reprendre sur une passerelle et redescendre. C'est-à-dire rentrer les sablettes, on fait tous les sablettes, on Oued el-Harrach, on monte et on redescend, il peut arriver jusqu'à Oued el-Hamis. La problématique se posera aussi pour le lac de Regaya sur ces questions de relogement. Oui. Bon, vous passez à Oued el-Hamis d'abord. Pour faire une continuité. C'est ça. Une fois, on a commencé par Oued el-Harrach, puis l'idée est venue de faire la même chose à Oued el-Hamis, dont les travaux d'aménagement sont en cours. Pour élargir l'Oued et pour faire passer la pollution tonale et protéger toutes les habitations, toute la ville qui se trouve autour de l'Oued. Les travaux sont en cours. Et aussi, on vient d'avoir les inscriptions pour pouvoir lancer une station d'opération nouvelle qui sera réalisée sur les bases de Oued el-Hamis et qui va prendre en charge les eaux usées et dépolluer définitivement Oued el-Hamis. Bien sûr, qui dit aménagement, toutes les habitations qui seront sur les berges de l'Oued qu'il faut enlever ou qu'il faut reloger, il faut l'objet de relogement. Et on est passé après à Oued el-Ghaya. Qui est classé zone protégée. On a fait le contraire de Oued el-Hamis. Oued el-Hamis, on a fait l'aménagement, puis dépollution. Oued el-Ghaya, on va commencer par la dépollution. Pour protéger la station d'épuration. Non, j'arrive. Pour dire le lac de Raya. La station d'épuration, elle est réalisée, elle est à l'aval. Fonctionnelle à l'aval du lac de Raya. Une station qui peut traiter 180 000 mètres cubes jour. Qui est fonctionnelle. Maintenant, on est passé à faire un réseau pour pouvoir drainer tous les rejets qui sont actuellement vers l'Oued, les ramener vers la station de Raya, les traiter, les rejeter vers le lac, régénérer le lac. Et pourquoi pas utiliser ces eaux-là qui sont dans le lac pour l'irrigation ou pour autre chose. Les industriels. On a fait le même travail qu'on fait au Harrach, on l'a fait à. Ils devront avoir leur propre station. Propre station, je peux vous informer qu'il y a des entreprises qui sont regroupées en groupement, qui ont le même type d'eau. Ils sont regroupés, 3 entreprises, ils ont fait une station d'opération commune. L'idée commence à prendre forme, et les gens commencent à s'adapter à cette question de dépollution. Alors, dans tout cela, oui. Pour revenir, pour les déchets, pour les rejets industriels. Oui. Donc, ce qui est obligatoire, c'est une station de pré-traitement. La station de pré-traitement, donc c'est pour tout ce qui est chimique ou les métaux lourds. Ce qu'il y avait dans le Oued el-Harrach. Parce que la station d'épuration, c'est une station de traitement biologique. Donc, il ne dépollue pas tout l'euro. Il se rapproche de l'eau urbaine. Voilà. Donc, le rejet industriel, il se rapproche d'un rejet urbain. À ce moment-là, il peut être traité par la station d'épuration. Donc, c'est des stations de pré-traitement. Et pratiquement la majorité des entreprises qui ont été touchées ou mises en demeure ont adhéré à cette démarche. Et il y en a beaucoup qui se sont conformés à la réglementation. Et les autres, c'est en cours. Il y aura aussi la réalisation de ports de plaisance. Toute la côte sera reliée.
Oui, il y a plusieurs, justement. Il y a plusieurs, c'est-à-dire aménager cette baie sans projeter, sans réaliser des ports de plaisance avec des lignes de transport, c'est-à-dire de plaisance, ça ne sert à rien. Donc, il y a le grand port actuellement en voie d'achèvement, il sera achevé en juillet prochain. Donc, il a une capacité de 4 bateaux de plaisance et il fait la navette entre Tipaza, Alger, Oran, Alger, c'est-à-dire la périphérie, Alger, Tipaza, Alger, Boumerdès. C'est pour ramener, c'est-à-dire un trafic de touristes très très important pour Sablette. Et c'est un grand port, j'invite tout le monde à le visiter. Et vous-même. Oui, bien sûr, on y viendra avec plaisir. Alors, je le disais tout à l'heure dans la thématique d'avant sur les risques majeurs, que 63% de la population aujourd'hui est concentrée sur 4% du territoire national, et donc notamment sur le littoral algérien. Est-ce qu'il y a une pensée ou une étude sur l'utilisation durable des ressources de la côte aujourd'hui pour ne pas l'altérer? Est-ce que tous ces plans ont utilisé l'impact sur aussi la diversité, la biodiversité et sur le plan écologique? Au contraire, ces plans, c'est surtout pour protéger le littoral. C'est pour protéger le littoral et protéger la biodiversité et rétablir les équilibres écologiques. On a parlé lors des précédentes émissions du plan vert. Oui. Donc, et le plan vert et le plan bleu vont vers la protection de l'environnement et du développement durable. Il y avait, en fait, ça chevauche tous les plans déjà parlé. Oui, le plan, oui, sont tous reliés. C'est relié, par exemple, le plan jaune par rapport au plan bleu, avec la création d'une promenade le long de Oued El Harraj jusqu'à Temfoust. Aussi, ça participe à une route, au plan jaune, à la décongestion d'Alger. C'est créer une route qui relie Oued El Harraj jusqu'à Temfoust. Donc, tout le trafic actuel, la congestion qui est, c'est-à-dire constatée sur la RM24 avec le tramway, elle sera divisée en deux vers la côte marine, vers une route dédoublée, on gagne en mer. Donc c'est les deux donc c'est le plan jaune et le plan c'est-à-dire bleu, aussi le plan vert bien sûr. par rapport aux Zouad, par rapport à Ben Aknon. Ça va permettre l'arrêt de la dégradation des écosystèmes naturels. Aussi, une chose qui est nouvelle, qui sera utilisée par la ville d'Alger, c'est la réutilisation des eaux épurées des stations. On est en train de traiter des eaux, on est en train de le rejeter vers l'ouest. Oui. L'un des projets qui va être mis en service bientôt, c'est d'utiliser les eaux épurées des stations de Beni Messous pour irriguer tous les espaces verts de l'autoroute ainsi que du parc Dounia. Ce projet sera, et tout ça, ça va gagner sur l'eau potable qu'on a utilisé là où il y a un manque. Donc tout se fait. À Baraka aussi, tout le traité sera aussi utilisé dans l'irrigation des espaces verts sur le Harraj, ainsi que tous les espaces verts de l'autoroute de l'aéroport jusqu'à Ben Aknon seront irrigués par les eaux épurées de Baraki, sont touchés à l'eau potable. Aussi une particularité qui sera spécifique à Harraj, aura la possibilité de naviguer. C'est-à-dire tous les j'allais en venir au sport aquatique aujourd'hui, au loisir. Une fois qu'il sera dépollué, on peut naviguer, on peut rentrer une petite embarcation de l'embouchure jusqu'à la rocade. C'est-à-dire on peut aller en bateau, petit bateau, arriver à la rocade et faire le demi-tour, faire les sports. C'est ça, ce sera le dernier mot pour terminer cette émission. Ça va aussi développer, s'ouvrir sur le sport aquatique. Les sports aquatiques, la promenade. D'autres sports, la marche, la promenade, les vélos. Donc, même on n'en a pas parlé. Mais tous ces projets, c'est pour créer une économie urbaine. Oui. Donc tous ces projets vont booster un impact, bien sûr. Voilà. Donc l'économie urbaine, entre Alger, les commerces, le tourisme, la circulation. Il n'y a pas qu'hier, on a fait toute une visite avec toutes les ligues de sport nautique pour les installer au port de plaisance de Sablette. C'est un port formidable qui sera utilisé aussi pour le sport nautique, pour ces sports-là. Voilà. C'est ce que je disais, l'aménagement aujourd'hui d'une ville influe sur le comportement des citoyens, et c'est ce que nous espérons aujourd'hui pour notre capitale. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir et à mercredi prochain, Inch'Allah.